Vous voyez cette abeille? Elle vole, de fleur en fleur, paisiblement, dans une réserve naturelle. On pourrait penser que tout se passe bien, qu'elle est en sécurité, mais non. Car cet ultime sanctuaire, présenté comme un espace sûr, est contaminé lui aussi par les pesticides. Mais ne pensez pas que ce soit le fruit du hasard. C'est le résultat d'une stratégie savamment huilée par les lobbies de l'agrochimie. En coulisses, ils ont réussi, pas à pas, à infiltrer puis contourner tous les garde-fous censés protéger notre abeille. Et par extension, chacun d'entre nous. Bienvenue sur Ça coule de source. Le 3 septembre dernier, la Cour administrative d'appel de Paris a reconnu une chose incroyable. L'État est responsable d'un préjudice écologique lié aux pesticides. Bon, ça peut paraître banal dit comme ça, mais ce genre de décision qui incrimine directement l'État est plutôt rare. Car ici, on ne parle pas des agriculteurs ou des industriels, non. Ce sont les institutions qui sont condamnées. Mais ce n'est pas arrivé comme ça. Si aujourd'hui l'État est pointé du doigt, c'est parce qu'il a laissé se creuser des brèches pendant des années. Des brèches dans lesquelles les lobbies de l'agrochimie se sont engouffrés, avec patience et méthode, pour contourner tous nos garde-fous. Et ils ont trouvé 4 portes dérobées pour y parvenir. À commencer par la première, la porte territoriale. Et cette découverte, on la doit à une étude clé menée en 2024 par Pollinis, une ONG qui agit pour la protection des abeilles. Ils ont analysé 124 échantillons de sol et de fleurs prélevés dans 14 réserves naturelles françaises. Des réserves qui, soit dit en passant, sont censées être exemptes de toute contamination. Eh bien ça, c'est la théorie. Car en pratique, on a découvert, pour 4 d'entre elles, 19 pesticides différents. Dans ce cocktail, on dénombre 8 pesticides qui sont classés comme perturbateurs endocriniens, reprotoxiques ou génotoxiques. Il y en a même un, le DDT, qui est interdit en France depuis plus de 50 ans. Et pour comprendre ce que ça veut dire, concrètement, on va suivre une abeille, témoin qu'on va baptiser Maya. Oui, au niveau des noms, sur Ça coule de source, on est au top du top. Bon, on va voir si en 2025, en France, elle a une chance, notre petite Maya, de pouvoir récolter son pollen en toute quiétude. Et pour ça, interrogeons-nous une seconde. Comment ces réserves naturelles, qui sont des lieux protégés, ont réussi à être contaminées? Eh bien, disons que les territoires qui sont autour sont censés agir comme des boucliers. On les nomme les ZNT, pour zones de non-traitement. Ce sont comme des bandes de sécurité autour des champs qui sont censées jouer le rôle de rempart pour empêcher les pesticides de se retrouver dans l'eau ou dans les espaces protégés. Mais voilà le problème, ce rempart n'est pas étanche. Le vent, la pluie, le ruissellement, tout ça transporte les molécules au-delà des limites officielles. Et ils y arrivent d'autant plus que ces bandes de protection se réduisent au fil du temps, sous la pression des lobbies agricoles. Attention, il ne s'agit pas de dire que les lobbies cherchent délibérément à empoisonner les réserves naturelles. Non. Mais disons que leur stratégie de toujours gagner du terrain font que la pollution devient inévitable. La preuve la plus frappante, c'est ce décret de 2017 obtenu sous la pression de la FNSEA et de certaines chambres d'agriculture. En effet, il a modifié la cartographie officielle des cours d'eau en France. C'est-à-dire qu'au lieu de renforcer la protection, il a rayé de la carte des milliers de petits ruisseaux. Et comme ces petits ruisseaux n'étaient plus reconnus, du coup, les agriculteurs n'avaient plus l'obligation d'appliquer des bandes de protection à leurs abords. C'est pour cette raison que ces zones disparaissent et que la pollution progresse. Donc au final, la loi les classe comme zones protégées, mais sur le terrain, ils sont bel et bien pollués. Alors, qui peut protéger notre petite Maya puisque sur le terrain, c'est déjà trop tard? Eh bien, il faut remonter en amont, là où se prennent les décisions, car c'est là que tout se joue. C'est pour ça que nos regards se tournent naturellement vers nos instances sanitaires qui valident chaque mise sur le marché de ces fameux pesticides. Mais c'était sans compter l'intervention des lobbies qui ont fait sauter notre deuxième garde-fou, la porte bureaucratique. Pour bien comprendre, il faut revenir à un document clé, le test abeille publié par le journal EFSA en 2013. C'est un guide scientifique pensé pour évaluer les risques de pesticides sur 3 types d'abeilles, domestiques, bourdons et solitaires.
Et il avait à l'époque une vraie révolution en lui. Pour la première fois, on posait une limite claire. Si plus de 7% d'une colonie était touchée, alors le pesticide devait être réévalué plus sévèrement. Et voilà. Ce guide, pourtant publié, n'a jamais vraiment été appliqué. Pourquoi? Parce qu'il a été bloqué dans un comité technique européen, le SCOPAF. Un comité si opaque qu'on ignore même qui y siège officiellement. Et là, Polynice a mis la main sur 78 documents internes explosifs. Des mails montrent que le CPA, le grand lobby de l'agrochimie, rebaptisé aujourd'hui Crop Life Europe, avait directement écrit aux experts du comité pour leur donner ses propres arguments. Et le pire dans tout ça, malgré l'urgence écologique, plusieurs représentants nationaux ont intégré ces arguments dans les discussions officielles. Résultat, les tests abeilles sont restés enterrés pendant presque 7 ans. Donc, pendant que le guide dormait dans les tiroirs, notre petite Maya et ses amis ont continué à butiner des fleurs contaminées. Mais tout change en 2023. Une nouvelle version du guide est enfin mise sur la table. On pourrait croire que c'est une avancée, que les choses bougent enfin. Mais ce n'est pas si simple. Parce qu'en regardant de plus près, un détail a glissé. Le seuil initial, vous vous souvenez, de 7% de mortalité des abeilles, jugé trop strict par l'industrie, et donc visé par des années de lobbying, a été relevé à 10%. Officiellement, c'est pour débloquer la situation entre les États membres et la Commission européenne. Mais dans la réalité, ce chiffre change tout, car ce petit décalage technique ouvre la porte à plus de pesticides sur le marché. Pour Polynice, c'est clair, c'est une victoire partielle des lobbies. Et cette mécanique ne s'arrête pas là, bien évidemment. Après avoir enlisé notre abeille au niveau européen, l'ANSES a été menacée récemment par la loi du plomb. Pour rappel, l'ANSES, c'est l'Agence sanitaire française. C'est en quelque sorte notre bouclier sanitaire au niveau national. C'est elle qui statue en toute indépendance si un pesticide peut être mis sur le marché ou non, uniquement sur la base de critères scientifiques. Mais voilà, cette indépendance est fragile car la loi Duplon a introduit l'idée de créer un comité d'orientation chargé de définir les priorités de l'ANSES dans ses travaux. Alors sur le papier, c'est pas très parlant, on comprend pas bien. Mais en réalité, ça ouvre une brèche car ce comité serait placé sous la coupe du ministère de l'Agriculture qui pourrait imposer à l'ANSES sur quoi travailler et à quel rythme. L'ANSES reste une agence très sérieuse. C'est une agence qui, d'ailleurs, dans les dossiers OGM, elle a souvent contredit les conclusions des industriels et elle a contredit les conclusions de l'EFSA. Le problème d'ailleurs, c'est que comme elle fait bien son travail, l'ANSES elle est menacée souvent par les industriels qui envoient des lettres au ministère de l'Agriculture principalement pour réduire ses prérogatives. Donc je pense qu'il faut au contraire encourager et soutenir l'ANSES qui reste un modèle perfectible, certes, mais dans lequel les lobbies ont beaucoup moins de prise que dans d'autres agences, comme, encore une fois, l'Agence européenne de sécurité des aliments. L'ANSES a besoin de temps pour travailler, et les industries, eux, sont pressées de mettre sur leur marché leurs OGM ou leurs pesticides, et donc tentent de court-circuiter ces agences-là. Mais rassurez-vous, notre abeille a été sauvée par le Conseil constitutionnel qui a censuré cette loi du plomb. Comme quoi, tous les garde-fous n'ont pas encore sauté. Mais bon, même si le Conseil des sages a statué en toute indépendance, il est raisonnable de penser que la forte mobilisation populaire et politique, avec plus de 2 millions de signatures, ont dû un peu jouer dans la balance quand même. Bon, pour le moment ça se complique pour notre butineuse. Elle se retrouve donc avec un territoire contaminé et peu d'espoir d'obtenir gain de cause avec des instances sanitaires malmenées. Elle n'a d'autre choix que de faire valoir ses droits auprès de la justice, bien évidemment. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a eu raison, car en juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rendu un jugement historique qui a reconnu l'État comme responsable de préjudice écologique dû aux pesticides. C'est une victoire historique, je l'ai dit. Mais dans les faits, c'est plus compliqué car à la date d'exécution en juin 2024, soit une année plus tard, rien ne s'était passé là encore. Du coup, certaines ONG ont dû retourner au tribunal. Là encore, une nouvelle victoire. Celle du 3 septembre que je vous ai évoquée en début d'émission, qui reconnaît que l'État est responsable. Bon, soit, c'est une nouvelle victoire. Mais là encore,
il faudra faire preuve de patience, car l'État a donné un délai de 2 années supplémentaires pour que tout le monde se mette en conformité. Alors pourquoi c'est aussi long? Eh bien, c'est un peu comme notre affaire européenne. Des lobbies se sont immiscés dans la procédure judiciaire cette fois-ci. Dans le cas présent, c'est Fiteis, le plus gros lobby français sur le marché qui a œuvré en coulisses. Il a réussi 2 choses. La première, prendre la place de l'État pour sa défense, aussi bien en première instance qu'en appel. C'est-à-dire qu'il agissait au nom des intérêts de l'État. Et la deuxième chose, il a réussi à ralentir au maximum la procédure. Alors là, leur technique est très simple. À plusieurs moments importants de la procédure, Fiteis a envoyé des documents juridiques appelés mémoires d'intervention. Par exemple, le 10 février en première instance et le 3 mai en appel. Ces documents sont déposés juste avant la fin des délais, ce qui oblige le tribunal à rouvrir l'instruction et rallonge du coup l'examen du dossier. Après que l'on ait infiltré les territoires, les procédures, la justice, il reste une dernière porte dérobée, la plus subtile sûrement, celle des mots, ou l'art de jouer sur les mots. Je m'explique. Selon certains experts, l'industrie agrochimique aurait trouvé un nouveau cheval de Troie pour détourner la classification de certains pesticides pour les faire passer sous les radars. On les nomme les NTG, les nouvelles techniques génomiques. Donc en fait, il y a une tentative de changer le sens des mots. Et on est vraiment dans une manipulation sémantique actuellement avec ce terme de NTG. Pourquoi ils veulent faire des NTG? Parce que si ce n'est pas des OGM, alors il n'y a plus d'évaluation des risques, il n'y a plus d'étiquetage, et donc en fait, tout ça va passer complètement sous les radars. Pour justifier ce mensonge sémantique, pour justifier en fait que les OGM ne seraient plus des OGM, l'Agence européenne de sécurité des aliments, donc l'EFSA, a créé un panel qui s'appelle le panel OGM, et sur les 16 membres de ce panel, à peu près la moitié sont impliqués dans le développement même des plantes transgéniques ou des NTG. L'objectif est simple, tout faire pour qu'une plante OGM ne soit pas classifiée comme OGM. Et vous allez voir que la subtilité est très fine. Un OGM, c'est une plante dont on modifie le génome de façon artificielle. Avant, on faisait ça en introduisant un gène étranger, par exemple, comme un gène de bactérie dans une plante comme du maïs. Mais avec les NTG, c'est une version plus moderne. On ne rajoute pas forcément un gène étranger, on va juste modifier légèrement l'ADN de la plante avec des ciseaux moléculaires. Donc, techniquement, ça reste une plante génétiquement modifiée, c'est vrai. Mais les industriels jouent sur un aspect simple. C'est pas vraiment un OGM, c'est juste une petite retouche, comme ce qui pourrait arriver dans la nature. Mais cette petite retouche va à l'encontre d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, elle, en 2018, a jugé que, en fait, peu importe la technique utilisée, à partir du moment où il y avait intervention humaine, donc de façon non naturelle, sur le génome d'une plante ou d'un animal, cette plante ou cet animal était un OGM. Les OGM, en fait, la mobilisation citoyenne des OGM en Europe a permis de ralentir un peu leur expansion. Mais si on n'appelle plus les OGM des OGM, alors plus personne ne sera au courant de rien. Et les firmes industrielles, les firmes agrochimiques pourront comme ça mettre dans les champs et dans les assiettes les OGM qu'ils veulent sans que plus personne ne puisse en fait lutter contre. Sauf que si c'est validé par les instances, ça fait une différence considérable. En effet, en Europe, les OGM sont très encadrés. Il faut faire des tests de risque, vérifier la traçabilité et mettre en place un étiquetage obligatoire. Du coup, si on classe les NTG comme non OGM, plus besoin de tout ça. Résultat, la mise sur le marché sera beaucoup plus rapide et facile, et discrète aussi. Et c'est justement ce qui s'est passé en juillet 2023, lorsque la Commission européenne a proposé un texte qui envisage de classer la grande majorité de ces NTG en classe 1, c'est-à-dire non OGM. C'est pour cette raison que Maya a du souci à se faire car ces NTG sont spécifiquement conçus pour résister aux herbicides et aux insecticides. Ça veut dire que là où un agriculteur aurait détruit sa récolte en traitant trop fort des plantes naturelles avec ses produits, eh bien là, il peut traiter davantage. Ça n'aura aucun impact, la plante ne va pas bouger. Résultat, on va se retrouver avec plus de pesticides qu'auparavant. Mais comment justifier une telle déréglementation?
Eh bien, ils ont inventé un critère technique subtil. Si vous avez fait moins de 20 modifications génétiques sur la plante, alors le NTG est classé en classe 1, c'est-à-dire exempt de tout contrôle. Sauf que ce chiffre de 20 modifications génétiques n'a aucune base scientifique solide. C'est juste un seuil politique et pas un seuil de sécurité. Et derrière ce tour de passe-passe, on retrouve plusieurs lobbies encore, dont 2 collectifs se présentant comme scientifiques. La FBV en France et le WGG en Allemagne. Ils se disent neutres, mais leurs notes reprennent les arguments de l'industrie, à savoir que les NTG seraient naturels, proches de la sélection traditionnelle. Sauf que si l'on en croit le collectif Polynice, cela représenterait 7 risques majeurs. Les 2 premiers, on vient de les voir, mais cela engendrerait bien plus, à savoir une menace pour la biodiversité, une contamination génétique des pollens sur le reste du territoire, une privatisation du vivant, puisque les agriculteurs seront encore plus dépendants des semenciers, et des promesses illusoires, car les OGM n'ont jamais tenu leurs promesses. Et enfin, bien sûr, un choix bafoué, car le consommateur ne sait pas ce qu'il va acheter. À l'heure où je vous parle, cette proposition de règlement européen visant à déréglementer ces NTG est entrée en phase finale de négociation entre la Commission, le Conseil et le Parlement européen. Et n'en déplaise à notre abeille et aux gens qui la défendent, le texte de compromis va dans le sens des industriels, qui prévoit une exemption quasi totale de tous ces NTG 1. Alors voilà, après ce parcours à travers les 4 portes dérobées, on se retrouve face à une réalité qui dépasse largement le destin de notre Maya. Ce que montrent ces stratégies, c'est que les lobbies de l'agrochimie ont trouvé l'art de contourner toutes nos défenses, une à une, et pour imposer leur modèle. Et ce modèle, c'est plus de pesticides, plus de dépendance et plus de pollution. Finalement, si nous acceptons que la science soit tordue, que les mots soient détournés et que la justice soit ralentie, alors nous courons vers un futur où l'intérêt privé dicte la loi du vivant. Et cette fois, ce n'est plus seulement Maya qui disparaît, c'est un pan entier de notre humanité qui se met en danger. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.